Donc, merci beaucoup d'abord d'avoir répondu présent à cette première conférence organisée par MIT. Je pense que vous avez le logo juste au-dessus. MIT, c'est encore nouveau pour vous et c'est donc une structure étudiante qu'on a créée cette année avec plusieurs personnes. Alors certains des membres ne sont pas là ce soir parce qu'ils sont déjà en stage, mais je tiens particulièrement à remercier Charles, Mélanie, Alexandre et Louise qui sont là et qui font partie du projet activement. Et on tient tous à remercier M. Fleury et Mme Bischoff pour leur confiance et leur soutien à ce projet. Donc, MIT, comme je disais, c'est nouveau. Et c'est censé vous faire penser à la rencontre, comme ça en anglais. Et tout simplement. Et c'est en même temps un acronyme qu'on a choisi pour donc meeting, échange, expérience et transmission. On a un petit peu pour but de devenir le rendez-vous des spécialistes, comme on l'a écrit en dessous. Les spécialistes qui viennent nous faire partager leur expérience avec les spécialistes en devenir qui viennent en profiter. Et donc on espère que vous ne ressortirez pas d'ici sans avoir fait évoluer vos connaissances et peut-être même vos modes de pensée. Donc on est très heureux ce soir d'avoir M. Loyon qui vient nous parler d'un sujet qui est complètement d'actualité. Donc il vient nous parler des agences de voyage en ligne et de l'optimisation des ventes en direct. Comme on le sait, les agences en ligne ont de plus en plus de présence dans les médias. Elles ont de plus en plus de présence dans l'esprit des consommateurs et de plus en plus, elles grignotent les marges des hôteliers et des restaurateurs. Donc, M. Rémi Ohaillon va nous en parler un petit peu plus en détail et il va nous apprendre pas mal de choses. Mais je pense qu'il nous a appris, en tout cas la plupart d'entre nous, quelque chose avant même d'arriver. Si vous avez bien vu la plaquette et la communication qu'on a fait, c'est qu'il est meilleur ouvrier de France dans la création de sites internet et communication. Donc je pense que peu d'entre nous savaient auparavant qu'il existait ce type de meilleur ouvrier de France. Et il va ce soir donc nous parler de 4 sujets principaux. Tout d'abord, le parcours client en ligne, ensuite les bonnes pratiques, et ensuite il nous parlera d'une démarche collaborative et on terminera sur les métiers de l'hôtellerie liés à Internet. Et juste avant de laisser intervenir M. Ohaillon, je vous propose de regarder une vidéo réalisée par Canal+, et qui va nous permettre de poser le débat. Aujourd'hui, 80% des hôtels font appel à des centrales de réservation sur Internet. Moyennant un pourcentage sur le prix de la chambre, ces centrales apportent aux hôtels des clients, quitte, pour attirer le chaland, à proposer des réductions qui n'existent pas. On voit bien, le Petit Madeleine Paris, ce portail de réservation propose des tarifs à 209 € la chambre, et on voit bien qu'ils ne sont pas à 80% de remise. En réalité, aucune réduction, 209 c'est bien le prix de la chambre. Rémi Ohaillon conseille les hôteliers qui ne savent plus trop quoi faire, d'autant que ces sites ont aussi acheté la plupart des noms d'hôtels sur Google. Résultat, quand on tape le nom d'un hôtel, on ne tombe plus sur le site de l'hôtel, mais sur le site de réservation. Ma question, est-ce qu'ils ont le droit ou pas? C'est votre contrat. Vous l'avez le contrat ? Le contrat, non, ça fait 10 ans qu'on l'a signé maintenant, donc effectivement, on s'en souvient plus forcément. Et depuis 10 ans, vous n'avez pas re-signé de contrat ? Pas du tout. Des méthodes qui rappellent à Rémi Ohaillon les grandes heures du Best Western Spaghetti. C'est un peu le bon, la brute et le truand. Au départ, pourquoi le bon? Parce que ce sont des annuaires qui rendent service aux consommateurs et l'hôtelier-restaurateur voit un nouvel Eldorado. Ensuite, on voit que c'est un peu la brute parce qu'ils font signer des nouvelles clauses. Et puis surtout, on en arrive au truand. Et là, c'est quoi? C'est tout simplement qu'on achète le nom des établissements pour les afficher en première page dans les moteurs de recherche. Dans le bon, la brute et le truand, il y a une histoire de corde au cou. Pour les hôteliers, la corde au cou, c'est la commission qu'ils doivent verser au site de référencement. On a commencé à 12%. Et d'un seul coup, on est sur du 18%. Et ça, ce 18%-là, c'est vous qui l'avez choisi? C'est vous qui l'avez accepté? Non, c'est eux qui nous l'ont imposé. C'est le passage obligé pour être visible, pour travailler avec eux. Et si vous dites non? Je suis plus visible. Et si encore ces commissions rendaient les tarifs avantageux pour le client? Ce n'est pas le cas. Les centrales de réservation ont imposé aux hôteliers la parité tarifaire. En un mot, c'est le site qui fixe le prix des chambres. Donc quand on croit payer moins cher en passant par Internet, on se trompe. Le client, il a quand même la sensation de payer moins cher quand il passe par un site de réservation. Il a le sentiment, mais ça s'arrête là. Mais en fait, c'est pas vrai. Il a le sentiment. Pour cet hôtelier, la solution est simple, court-circuiter les sites de référencement. C'est un peu comme les AMAP, vous savez, c'est éviter les intermédiaires et aller du producteur au consommateur. C'est ce qu'on dit, c'est le même message.
faut revenir à ça. Et c'est vrai, il est loin le temps où on pouvait réserver son hôtel directement avec un téléphone et l'ancêtre d'Internet dans une station-service. Je veux voir les chambres disponibles qu'il y a sur Caen et sa région. Eh ben, ce serait parfait alors. Aujourd'hui, les maîtres des hôtels sont virtuels. Deux grands groupes se disputent le marché. Expedia, c'est expedia.fr, mais aussi hotel.com ou vénéré.com, 3,5 millions de nuits vendues en 2012. Et l'autre, le plus grand, Priceline. Comme ça, son nom ne vous dit peut-être rien. Priceline possède Booking.com, c'est 30 000 hôtels en France. Deux entreprises américaines qui ne payent quasiment pas d'impôts sur le territoire. Et ça ne plaît pas du tout à ce député. Le sujet, il est grave, donc faut pas attendre que l'industrie hôtelière soit tenue en laisse par 2-3 sites internet qui ne paient pas d'impôts en France pour réagir. Dans les années 60, les agriculteurs ont vu d'un bon œil l'arrivée des grandes surfaces, comme les hôteliers pour ces sites de référencement. On sait, comme ces grandes surfaces imposent maintenant leur prix, il se peut que l'hôtellerie soit en train de suivre le même chemin. Je suis ravi d'être parmi vous parce que le sujet que nous allons aborder représentera 50% de l'avenir de votre carrière professionnelle. Et ensemble, vous le voyez comme l'indique le titre aujourd'hui de cette conférence, eh bien, nous allons aborder le hold-up des intermédiaires en ligne, ces fameux portails de réservation qui représentent aujourd'hui eh bien, les hôteliers, mais les restaurateurs aussi, parce que les restaurateurs sont en train de, ensemble, travailler. Je pense en pleine actualité. Ce soir, TripAdvisor vient d'annoncer qu'il rachète La Fourchette. Et on va aborder, lors de cette conférence, 3 éléments. Le premier, une étude consommateur qui nous permettra de vous éclairer sur les attentes aujourd'hui des consommateurs voulant réserver avec Internet. Nous aborderons le côté de l'hôtellerie et leurs solutions de distribution, la restauration. Je ferai un petit détour par une solution alternative qui me paraisse intéressante de vous présenter. Et à l'issue de mon parcours aujourd'hui, où l'école a eu le plaisir de m'accueillir, eh bien, on échangera ensemble à la fois sur les métiers qui vont s'ouvrir pour vous, et puis je ferai aussi un parallèle par rapport à mon parcours, puisque à l'origine, je ne suis pas un enfant de l'Internet, mais je suis cuisinier, et j'ai été formé par Jean-Paul Jeunet, puis par Bernard Loiseau. En revanche, au départ de cette conférence, j'aimerais attirer votre attention sur un chiffre. 86. 86% des consommateurs pensent que quand on passe sa réservation par un site d'intermédiaire, eh bien, ils pensent payer jusqu'à 30% moins cher. Concrètement, vos contemporains, quand ils vont sur Booking, Expedia, Vénéré, qu'ils se connectent et qu'ils font la réservation, la raison pour laquelle ils pensent qu'il faut la passer par ces interfaces, c'est parce qu'il s'est inscrit dans une idée collective que les prix étaient moins chers sur les portails de réservation en ligne que sur les sites officiels des hôtels. Or, c'est faux. Les prix sont identiques entre les portails de réservation en ligne et les sites d'avis de consommateurs, voire moins chers. Et donc, il est très clair que si aujourd'hui, il faut qu'on trouve des solutions pour s'adresser au consommateur, pour lui indiquer que les tarifs sont moins chers sur les sites officiels, eh bien, ça fera partie, on le verra, d'un des enjeux de votre carrière professionnelle. Alors, évidemment, on a le prix qui est important, mais j'aimerais vous sensibiliser aussi sur la visibilité qui est offerte aujourd'hui à ces hôteliers restaurateurs. J'ai fait une copie d'écran d'une page d'un moteur de recherche d'une jeune société qui démarre en ce moment, Google. Et donc, en l'occurrence, cette jeune start-up, aujourd'hui, quand on fait la copie d'écran d'un hôtel, où j'ai tapé le nom de l'hôtel, la marque, le positionnement, eh bien, je vous ai représenté en rouge la part des intermédiaires de la réservation en ligne. On est bien d'accord, je n'ai pas tapé « je cherche un hôtel 3 étoiles dans le 8e arrondissement ». Je cherche exactement la marque de l'hôtel parce qu'on me l'a conseillé. Et en fait, quand je vais sur ce moteur de recherche qui me donne de l'information, 90% de la couverture de ce moteur de recherche est faite par des intermédiaires.
Le deuxième élément, c'est que je vous ai représenté en bleu les sites d'avis de consommateurs qui de plus en plus sont en train de se positionner sur la marque des hôtels. Et enfin, en vert, je vous ai mis les 3 espaces qui restent aujourd'hui à un hôtel pour exister sur Internet, c'est-à-dire son site, parfois sa page Facebook, et ce fameux Google Maps qui permet d'être aujourd'hui géolocalisé. Donc vous voyez bien l'enjeu pour un hôtelier-restaurateur qui veut établir une relation directe avec son consommateur. Eh bien, les espaces d'expression en termes de visibilité ne sont pas énormes, et en plus, le consommateur pense qu'on paye moins cher ailleurs. Alors, évidemment, 90%, et c'est le constat, de l'identité d'un hôtel-restaurant est aujourd'hui absorbé par ces intermédiaires de la réservation en ligne. Les hôtels, les restaurants dans lesquels vous allez aller ont cette sensation, on est pris dans un étau. D'un côté, les portails de réservation en ligne, d'un autre côté, les sites d'avis de consommateurs. Comment ma marque peut exister pour être en relation directe avec ses propres clients? Alors, tout ça, ça m'a naturellement perturbé parce que dans ma carrière professionnelle, j'ai eu l'occasion d'accompagner à peu près 1500 établissements dans leur stratégie digitale. Et il y a 2 ans, touché par ce phénomène de cet étau dont je vous parlais, eh bien, j'ai pris la décision d'écrire un ouvrage qui s'appelle Addiction. Addiction, le sous-titre, c'est le hold-up des intermédiaires en ligne. Et c'est un ouvrage qui, à la fois, dénonce une certaine position dominante de la part de ces portails de réservation en ligne, explique et délivre des solutions marketing à chaque hôtel et à chaque restaurant pour qu'ils puissent reprendre le destin de sa propre commercialisation. Et puis enfin, il propose aussi des solutions aux consommateurs pour trouver le meilleur tarif et que son expérience de voyage ou de séjour soit la meilleure. C'est un livre qui a rencontré un vif intérêt, et de cet intérêt qu'il a rencontré, j'ai pris la décision toute l'année dernière de partir faire un tour de France à travers une manifestation qui s'est appelée les Ateliers du Succès. Et dans le cadre de ces Ateliers du Succès, j'ai eu l'occasion de rencontrer 1000 professionnels, hôteliers, restaurateurs, avec lesquels nous avons pu échanger, partager. Et tout l'intérêt de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est que le niveau d'information que je leur ai délivré en tant qu'expert sur ce domaine-là, eh bien, je puisse vous le délivrer à vous-même aujourd'hui pour que, au cœur de l'Institut et demain dans votre carrière professionnelle, vous pourriez l'utiliser au meilleur escient pour que la réussite de votre carrière s'inscrive bien dans le fait que le numérique est un enjeu essentiel à maîtriser pour établir une relation directe avec vos consommateurs demain. Alors, de cela, bien entendu, qu'est-ce que j'ai expliqué à ces professionnels? J'ai voulu surtout leur délivrer les enquêtes consommateurs. Dire qu'avant de construire une stratégie, il faut savoir ce que vos clients attendent. Et là, en l'occurrence, la première question que j'aurais posée, c'est de dire, mais au final, pour réserver dans un hôtel, quels sont les critères qui orientent votre décision d'achat? Eh bien, la première réponse qu'on m'a répondue, c'est celle-ci. Et j'imagine que vous n'êtes pas surpris. Réfléchissons à l'évolution aujourd'hui de nos contemporains. Ils voyagent plus souvent, moins longtemps, mais mieux. Et c'est-à-dire qu'ils cherchent aujourd'hui avant tout un tarif, 72%, pour justement transformer leur expérience. Alors c'est-à-dire que, même vous, si demain vous allez aller faire un week-end à Barcelone, à Londres, etc., vous allez dire, mais j'ai un budget de X euros. Souvenez-vous, tous les hôtels qui sont entrés dans cette dynamique de classification, qui est importante, ça améliore la qualité. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux se référencer dans Google sur hôtel 150 € Lyon, ou est-ce qu'il vaut mieux se référencer sur hôtel 3 étoiles Lyon? Quand 72% des consommateurs me disent, mais moi ce que je cherche, c'est le prix. Alors à tout ça, je me suis dit, mais dans mon expertise de conseil de vendre mieux, vendre plus en direct et sans commission, donc là, le site officiel, la visibilité, les logiciels de réservation en ligne, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux hôteliers-restaurateurs? Eh bien, en l'occurrence, le premier élément, c'est de dire, mais quand j'arrive sur la première page d'un site, pourquoi le premier élément qu'on ne va pas me proposer, c'est le prix? Pourquoi dans les sites officiels aujourd'hui, le prix il est caché à la 3e, à la 4e page?
Pourquoi quand vous vous connectez sur la première page d'un site, on échangeait aujourd'hui sur l'expert à midi au déjeuner, les sites, le prix il est caché à la fin. Quand on va sur Booking ou sur Expedia, il est en première page. Oui, le décalage qui peut exister aussi, du fait que les hôteliers-restaurateurs n'ont peut-être pas assez écouté les consommateurs pour s'armer autant que les distributeurs et pour répondre avant tout aux demandes des consommateurs. Allez, je continue. Si on est toujours dans ma boîte à astuces, 72% le prix. Vous avez sûrement entendu parler, ou peut-être, de ce fameux débat de la parité tarifaire. Alors, tout le monde est un petit peu sensibilisé, je vais simplement rappeler cet élément-là. En gros, c'est quoi? C'est que quand vous signez un contrat avec un portail de réservation en ligne, celui-ci vous dit, si tu me donnes la chambre à 50 € chez Expedia, moi, Booking, je la veux à 50 € et sur ton site officiel, elle doit être à 50 €. Alors là, c'est la position dominante complètement, et c'est presque à l'abus de pouvoir, c'est-à-dire qu'on n'a plus le contrôle de ces prix, et à la limite, on ne peut plus trouver des solutions pour jouer ou offrir de meilleurs services si le client réserve en direct. Meilleur service, meilleur tarif. Cependant, la totalité des contrats des portails de réservation en ligne ont une autre clause. Si d'aventure le client est identifié au sein de l'hôtel, alors il apparaîtrait dans une carte fidélité, il serait déjà venu, on a la possibilité de lui proposer un tarif différent puisqu'il est identifié. Mais l'Internet, c'est pas seulement le web, c'est aussi les réseaux sociaux. Imaginons demain que votre client soit fan de l'entreprise. Vous êtes d'accord avec moi qu'il est identifié puisqu'il est devenu fan. Et bien sur Facebook, pourquoi les tarifs ne seraient pas moins chers de l'hôtel dès lors que le client est fan de l'entreprise? Eh bien voilà une deuxième astuce. Regardez, quand je me connecte sur ce site internet, très clairement il dit « Devenez fan sur Facebook et quand vous vous connecterez sur Facebook, mes tarifs seront moins chers. » Vous voyez, beaucoup de gens en ce moment veulent légiférer, veulent même interdire. 40 députés cette semaine viennent de saisir justement pour déposer un amendement. C'est bien. Moi, je suis quelqu'un qui suis issu de la génération économique, de la libre concurrence, et je pars du principe que parfois il ne faut pas obligatoirement légiférer ou interdire. Mais en tout cas, il faut trouver des solutions alternatives, marketing, pour répondre aux attentes des consommateurs. Aujourd'hui, vous, moi, on est sur Facebook, Twitter, utilisons cet Eldorado commercial. Et il faut que les hôtels et les restaurants ne suivent pas seulement les sites d'avis de consommateurs, mais suivent les réseaux sociaux. Allez, je continue. Ensuite, inévitablement, si on me dit mais 72% c'était le prix, il est important que je vous délivre les autres résultats, en l'occurrence, de cette enquête. Donc, au départ, le prix. Pour suivre, les consommateurs nous ont dit à cette question, les avis de mes proches sont essentiels à 56% pour choisir un hôtel ou un restaurant. Et ensuite, les avis de consommateurs sont arrivés à 48%. Et puis enfin, ils m'ont dit la recommandation des guides à 42%. Et enfin, le nombre d'étoiles à 29%. Je m'arrête un petit peu sur ce chiffre de 29%. Vous voyez cette course à 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, palace. C'est bien, encore une fois, je vous ai dit, ça arbitre l'ordre dans l'hôtellerie. En revanche, ce qu'ils veulent, vos futurs consommateurs, c'est des hôtels boutiques, c'est des hôtels design, c'est des hôtels de charme. Ce qu'ils veulent, c'est vivre une expérience. Ils veulent plus seulement être dans une catégorie normée. Quand on part en vacances, on a envie de vivre des émotions. Ça veut donc dire qu'on peut se poser la question aussi bien sur l'image qu'on va donner en première page de son site, sur le référencement. Pourquoi on n'irait pas, au lieu, je reprends mon exemple d'hôtel 3 étoiles Lyon, pourquoi nous aurions pas hôtel charme Lyon ou hôtel design Lyon, en fonction de la catégorie que représente mon établissement. Autre élément qui a attiré mon attention, c'est la différence entre les avis de mes proches et les avis de consommateurs. La profession est convaincue que les sites d'avis de consommateurs est déterminant sur leur taux d'occupation ou leur RevPAR. Et moi, quand j'interroge le consommateur, il me dit « Mais moi, c'est encore les avis de mes proches. Si tu as bien mangé ou bien dormi dans un hôtel et tu me le conseilles, je te fais confiance parce que je te connais, donc j'y vais. » Et les proches, ils sont où de nouveau? Dans Twitter, dans Facebook, dans Instagram. La profession n'a pas encore pris conscience
que les consommateurs sont déjà dans des plateformes que vous maîtrisez, mais où les marques des hôtels et des restaurants sont absentes. Et donc, par rapport à ça, il paraît important de se dire, mais si on va un peu plus loin dans l'enquête, sur ce constat-là, je leur ai dit, on va vous poser une autre question. Pourquoi, lorsque vous réservez plutôt votre séjour via un portail de réservation en ligne ou le site internet? Pourquoi on passe par le site officiel ou pourquoi on passe par les portails de réservation en ligne? Voilà ce que m'ont répondu les consommateurs. Ils m'ont dit, je passe plutôt par un portail de réservation en ligne pour 3 raisons. Le premier, c'est qu'à 53%, je trouve que les recherches par critères et les comparaisons des offres sont plus pratiques. C'est vrai. Le deuxième élément, à 32%, parce que j'ai le sentiment que les offres sont moins chères et plus avantageuses, la fameuse idée reçue dont je vous parlais tout à l'heure. Le troisième élément, à 25%, parce que j'ai des avis de consommateurs. Et ensuite, donc je les ai interrogés en disant, ok, j'ai compris pour le site d'avis de consommateurs, mais sur les portails de réservation, pourquoi maintenant vous passez votre réservation sur les sites officiels? Et là, voilà ce qu'ils m'ont répondu. 56% parce que les offres sont mieux détaillées. Un consommateur est rassuré et veut être rassuré sur ce qu'il achète. 49% pour avoir une relation directe avec l'hôtelier. On a inventé Internet pour mettre en relation des hommes avec d'autres hommes, pas pour inventer des espèces de supermarchés au milieu. C'est à ça que sert le web. Et le troisième élément, parce que j'estime qu'à 43%, mon annulation ou ma modification sera plus simple. Hein, vous voyez les efforts qui sont faits aujourd'hui par les portails de réservation en ligne, de dire non, mais on va imposer aux hôteliers comme quoi à 24 heures, on peut encore annuler la chambre. Et beaucoup d'hôteliers ont dit oui, malheureusement. Alors que ça, c'était un avantage concurrentiel, en réservant par le biais du site officiel. Alors, comme tout à l'heure, on va ressortir la boîte à astuces et on va se dire, tiens, mais si mon consommateur me dit qu'à 43% parce que les annulations ou les modifications sont plus simples, pourquoi, quand on se connecte dans un site officiel, on n'a pas une information aussi claire que cet hôtel d'afficher directement les conditions générales de vente? Peut-être vous souvenez-vous de votre dernière expérience de réservation dans un hôtel, et en fait, les conditions générales de vente ne sont accessibles qu'à la 4e étape de la réservation en ligne. Et encore, elle est cachée, il faut mettre une petite croix, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on clique, et on se dit, bon, pourvu que je puisse faire quelque chose après. La transparence est essentielle dans la commercialisation. Et là, en l'occurrence, les sites officiels n'ont pas assez de transparence. Voilà une recommandation que je donne aujourd'hui à la profession. Autre élément, si le consommateur me dit à 53% recherche par critère ou comparaison des offres, ou me dit les offres sont mieux détaillées, eh bien pourquoi quand je tombe sur un site officiel, je n'ai pas un petit élément comme le fait cet hôtel Athénaor à Beaune, avec une petite solution qui me permet de tomber sur des offres spéciales avec un moteur de recherche. Vous voyez, je suis 2 personnes, j'ai 150 €, j'ai un enfant. Qu'est-ce que vous me proposez? Pourquoi il n'y aurait que les portails de réservation en ligne qui auraient les tris, alors que la technologie est disponible pour les sites officiels? Eh bien parce que parfois, l'hôtelier-restaurateur ne va pas penser à greffer ce type de service pour rendre service à son propre client ou son propre prospect. Donc vous voyez, les solutions, elles existent. C'est ce qui est simplement qu'il ne faut pas se leurrer. Le premier virage numérique n'a pas été pris par la profession et il a été pris par des sociétés qui ont voulu délocaliser le service marketing et commercial des hôtels. Votre job, c'est de reprendre le pouvoir. Et si vous reprenez le pouvoir, vous allez obligatoirement améliorer les marges des hôtels et des restaurants. Je fais appel à votre dernier cours de gestion et ce fameux RBE. Inévitablement, les soldes intermédiaires de gestion sont essentiels pour que justement la marge des hôtels progresse. Parce que si la marge des hôtels progresse, l'hôtelier aura les moyens d'investir dans son outil, de récompenser ses collaborateurs et d'anticiper l'avenir, et il pourra pérenniser son entreprise. Notre enjeu aujourd'hui, enfin mon enjeu en tout cas en tant qu'expert sur le domaine de le marketing et l'Internet, c'est de vous sensibiliser sur le fait que si on ne prend pas à bras-le-corps le problème et que les professionnels ne se donnent pas les moyens, dans 5 ans, 7 ans, 8 ans, ils n'auront plus le cash pour investir et rénover les hôtels. Parce que le cash, il sera parti dans des commissions à
18, 20, 25%. Et donc, on peut se poser la question de l'avenir de la qualité de l'hôtellerie. Et puis même voir de la qualité dans l'assiette que je vais servir. Donc vous voyez, l'enjeu est important sur le fait qu'il faut de plus en plus écouter le consommateur et il faut armer de mieux en mieux les hôtels en direct pour établir cette relation directe avec les clients. Allez, je sors une dernière fois ma boîte à astuces. Le repeat guest. Au final, vous savez, il y a eu un grand débat de dire oui, on paye trop cher les portails de réservation en ligne. Oui, bon, ils ont quand même signé les contrats. 18, 20, 25% de commission. Je l'entends, c'est un argument que j'entends. Mais au final, c'est un client qui a été gagné que peut-être on ne connaissait pas. Aller chercher demain matin avec mon hôtel 3 étoiles qui est installé dans le 6e à Lyon, pour aller chercher des Russes, des Japonais et des Chinois, il faut quand même y aller. Donc inévitablement, ces portails sont utiles à partir du moment où les ventes sont équilibrées. En revanche, le client, quand il a été gagné une première fois et qu'on a payé 18%, pourquoi les hôteliers restaurateurs ne mettent pas tout en œuvre pour que ce client, la seconde fois, il réserve en direct et pas par ce portail de réservation en ligne? Et là, on voit qu'on a toute une autre problématique dans laquelle il faudra demain que vous vous attaquiez à cet enjeu, qui est obligatoirement la fidélisation du client. Alors moi, je propose une petite astuce, et j'aimerais faire appel à des outils que vous utilisez énormément, qui sont les tablettes et les téléphones portables. Pourquoi, lorsque j'arrive dans un hôtel, au check-in, on ne me dise pas télécharger l'application de l'hôtel dans lequel vous aurez accès au room service, à un plan dans la ville, à la relation directe avec le concierge de l'hôtel, etc., pour que l'hôtel s'installe dans l'outil personnel du consommateur, afin que ce consommateur, demain, quand il échange avec sa famille, lui dise « Tiens, regarde, où je suis parti en vacances, l'hôtel était superbe parce qu'on a pensé à mettre une galerie photo. » Et puis on a pensé aussi à mettre un logiciel de réservation en ligne qui fait que quand il clique, son prochain séjour, il pourra le passer d'une tablette ou d'un téléphone portable parce qu'on sera entré dans la poche du client. Donc vous voyez, les solutions, elles existent. Mon message, c'est pas de dire « à bas les portails de réservation en ligne », pas du tout. Mon message, c'est de dire « équilibrons les ventes », parce qu'on ne peut pas dépendre économiquement que un ou deux acteurs. Et si on doit équilibrer les canaux de distribution entre les intermédiaires et d'un autre côté la réservation directe, il faut que la profession se dote d'outils technologiques et surtout positionne sa marque dans les places de marché existantes. Les réseaux sociaux, j'en ai parlé tout à l'heure, le monde des applications, je viens de vous en parler. Allez, je clôt le débat sur la partie de l'hôtellerie-restauration et j'aimerais aborder et j'aimerais aborder maintenant la deuxième partie sur la restauration. Parce que c'est intéressant les éclairages aussi, parce que vous allez voir que l'hôtellerie, elle n'en est pas au même niveau que la restauration. C'est-à-dire que l'hôtellerie a subi bien en amont et a pris les premiers jets, et là la restauration et les chefs sont en train de se dire est-ce que je passe au numérique ou pas? Alors sur la restauration et les nombres de tables, même mécanique, j'ai posé des questions auprès du consommateur en leur disant mais qu'est-ce qui influence le plus votre réservation de table? Alors à cette question, ils m'ont dit 37% les guides gastronomiques. Ensuite, ils m'ont dit à 12% la presse est importante. Ensuite, ils m'ont dit à 9% les réseaux sociaux. Et quand j'ai interrogé votre génération, eux m'ont répondu à 17%, c'est les réseaux sociaux devant la presse. Concrètement, aujourd'hui, une nouvelle génération est en train de faire la sélection de son restaurant par rapport à une quantité de choses. Des blogueurs, des conseils sur Facebook, des influenceurs, etc. Et on le voit bien, prenez l'institution Michelin, le virage numérique qu'ils sont en train, en ce moment, d'accomplir. Le lancement des portails, le lancement des applications, le lancement d'un logiciel de réservation. Ils ont compris qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, au départ, ils avaient fait des sorties de route. Et là, ils sont en train de revenir sur le fait de dire faut qu'on prenne d'autres pneus, chausse d'autres pneus, pour naturellement aborder le numérique.
Et c'est ça qui est essentiel, c'est de se dire que le premier jet du virage numérique n'a malheureusement pas été pris par les hôteliers, les restaurateurs ne doivent pas le louper. On voit que quand on a eu une information normale, moi je suis ravi pour La Fourchette, qui a une formidable réussite française, vendue à une société américaine, c'est superbe comme parcours en tant qu'entrepreneur. Mais quand je me pose en tant qu'expert pour l'hôtelier-restaurateur, je me dis que d'un côté, j'ai le logiciel de réservation, c'est-à-dire l'acquisition qui est en train de fuir, et d'un autre côté, j'ai la fidélisation avec l'avis de consommateur qui est en train de devenir une énorme société qui va gérer le client entrant et le client sortant. Et là, l'étau est en train de se fabriquer de nouveau. Donc, ça va donner à réfléchir à une multitude de restaurants. Et là, en l'occurrence, sur ces éléments, je me suis de nouveau ressorti la boîte à astuces sur cet élément-là, en me disant, mais si on me dit guide gastronomique et recommandations des guides qui sont importants, 37 et 42, ben pourquoi quand je tombe sur un site officiel, on ne va pas me donner le classement dans le Michelin, dans le Goemio, dans le Botin Gourmand, dans ce que vous voulez comme guide gastronomique, pour positionner la marque? Pourquoi le consommateur il est obligé de se taper tous les guides pour se faire une opinion sur l'établissement? Parce qu'il n'y a aucun restaurateur qui pense à dire, ben nous on a un bib, tant d'étoiles, tant de maisons, on est cité dans tel guide, parce qu'ils vont penser à mettre des photos de salle, mais ils ne vont pas penser à informer le touriste international qui, lui, a besoin de références pour conforter sa décision d'achat et de réservation de table. Donc voilà une astuce toute simple. Autre élément, si je vais un peu plus loin dans les questions, je leur ai dit, mais quand vous réservez avec Internet, vous utilisez quel service? Et là, voilà la réponse qu'ils m'ont faite. Alors, vous voyez, on est vraiment très loin de l'hôtellerie-restauration. Ils me disent qu'à 10%, ils utilisent un distributeur en ligne. Alors, je vous en cite, La Fourchette, Open Table, par exemple, pour les plus connus en France ou aux États-Unis. À 56%, ils m'ont dit, mais directement auprès du restaurant après avoir consulté son site internet. 56%. Et puis, 34% des consommateurs m'ont dit ou l'un ou l'autre. Et quand j'ai donc creusé cette question en disant, mais pourquoi auprès du restaurant après avoir réservé son site internet? Parce que le consommateur pense qu'à 48%, il a le sentiment d'avoir accès à un meilleur service client lorsqu'il réserve dans un restaurant en direct. Parce qu'il a accès à 45%, il pense qu'il peut aussi annuler plus facilement sa réservation, comme on le fait aujourd'hui dans l'hôtellerie. Et puis enfin à 35% parce qu'il considère que les offres sont mieux détaillées, photos, services, commodités, etc. Alors du coup, dans cette idée d'astuce que vous pouvez mettre en œuvre demain dans les restaurants que vous aurez le plaisir de travailler ou de gérer, eh bien si on me dit qu'à 35% les offres sont mieux détaillées, pourquoi lorsque je vais sur un site internet, il y a une mécanique qui s'est mise en place souvent, c'est que la carte du restaurant, elle est en forme PDF. Vous savez, alors le restaurateur, il se dit, bon, j'ai fait ma carte sous Word, je clique sur un bouton, c'est en PDF, et puis je l'envoie sur mon site internet. Et quand on ouvre la carte du restaurant, la technique fait que quand vous êtes dans le site et que le PDF s'ouvre, c'est une page qui s'ouvre par-dessus. Donc vous n'avez plus accès au site. Évidemment, il est caché, il faut fermer la fenêtre pour y revenir. Et moi, il y a un élément que je me suis posé comme question. Pourquoi le restaurateur, quand il met sa carte en ligne, il oublie un élément essentiel, c'est de mettre en bas ses coordonnées. Vous imaginez bien le document qui s'ouvre devant vous. C'est la carte du restaurant au moment où vous allez passer votre achat, vous avez envie de manger les grenouilles, le poulet, etc. Et au moment où vous allez passer votre acte de réservation, eh bien, la réceptionniste de l'hôtel ne va pas avoir pensé à remettre les coordonnées en pied de page de la carte de restaurant parce qu'il a pris la même carte qui est donnée au client. En revanche, je comprends que quand je suis au restaurant, je n'ai pas besoin d'avoir le numéro de téléphone. Je suis assis. Mais quand mon client est en ligne, eh bien, il faut tout simplement penser aussi à lui redonner accès à ces informations-là. Vous voyez, je ne suis pas en train de dire qu'il faut mettre $1 million pour sa stratégie Internet. Je suis simplement en train de dire que le bon sens a été perdu dans la profession parce que la profession estime depuis 10 ans qu'il faut dépendre de certaines personnes, et ces personnes qui ont compris ça, eh bien ils sont passés de 10 à 12, à 15, à 16, à 18, à 25%, et aujourd'hui qu'on est sur des taux de commission autant élevés, ils disent on fait différemment. Il faut qu'on reprenne le pouvoir. Oui, mais quelles sont
vos outils. Et là, en l'occurrence, le bon sens que vous allez pouvoir apporter dans les entreprises, parce que vous êtes des utilisateurs de ces outils-là, eh bien, c'est de faire prendre conscience aujourd'hui aux personnes qui sont aux commandes et qui décident qu'il faut faire une révolution numérique dans l'hôtellerie et la restauration, et que ce deuxième virage vous appartient. Allez, je continue. Encore une autre astuce. J'ai le sentiment d'avoir accès à un meilleur service client ou un accueil personnalisé. Ça, c'est une maison qui est chez nous, qui s'appelle Lasser à Paris, qui est un 2 étoiles Michelin. C'est une belle maison et qui a la particularité que quand vous pénétrez dans cet établissement, sur la gauche, vous avez des magnifiques salons privés dans lesquels je peux faire des déjeuners jusqu'à 10-12 personnes. La salle de restaurant est au premier étage avec quelque chose d'assez exceptionnel. Au beau jour, le toit s'ouvre, ce qui fait que vous mangez sous les étoiles. Et quand ils ont lancé leur premier site internet, eh bien, ils ont lancé le logiciel de réservation en ligne, de table. Et ils se sont aperçus que les ventes se sont écroulées concernant les demandes de réservation de mini-réception ou déjeuner d'affaires. Eh bien, qu'est-ce que je leur ai conseillé? Eh bien, tout simplement de dire, mais mettez 3 boutons. Un premier bouton qui est réserver votre table et un deuxième bouton qui s'appelle réserver votre salon privatif. Et je vais même un peu plus loin. Je leur ai proposé de mettre un bouton offrez un coffret cadeau. Et aujourd'hui, le coffret cadeau représente 25% de leur chiffre d'affaires. Parce qu'inévitablement, quand un consommateur décide d'offrir l'expérience Lasser ou d'offrir l'expérience Blanc ou Bocuse ou tout type de maison, on a envie que ce soit Blanc, Bocuse ou Lasser qu'envoie le coffret cadeau. Pas une société X ou Y qui va faire que quand le bénéficiaire va appeler, on va dire « Ah non mais attendez, vous avez acheté par tel réseau de distribution, non mais c'est pas moi qui vous accueille, c'est un autre, non mais venez pas samedi soir, parce que comme on sait que ça coûte 30% de commission, venez un autre jour. » Mais le bénéficiaire, il s'en fout de ça. Et c'est bien la raison pour laquelle il faut que les hôteliers se dotent des outils de distribution qu'attendent aussi le consommateur. Voilà un nouvel Eldorado. Allez, sur la visibilité, je vous ai parlé des réseaux sociaux. Sur l'accueil, je vous ai parlé obligatoirement des tablettes et du numérique qui étaient en train d'arriver. Et là, je vous parle d'un réseau de distribution qui est très peu équipé sur les sites officiels, qui est de dire, ok, on vend de l'hôtellerie, on vend de la table, mais on vend aussi des coffrets cadeaux parce qu'il y a une différence entre le bénéficiaire et l'acheteur. Allez, je termine sur une dernière astuce. 35%, les offres sont mieux détaillées. Photos, services, commodité, accès et contact. Là, j'aimerais vous parler de Marc Fèvre. On est en Franche-Comté. C'est un chef qui a 1 étoile Michelin et qui me dit moi, tu sais, Rémi, toute cette histoire de restaurants de qualité, de trucs, etc. Il me dit j'ai tellement de logos autour de la porte que c'est devenu Disneyland, quoi. Le consommateur, il est complètement paumé. On ne sait plus qui est quoi, comment. Puis il me dit au final, pour moi que j'explique que je fais une cuisine de produits, une cuisine naturelle, qu'est-ce que j'ai envie de communiquer? Eh bien, c'est d'avoir un blog et que quand je me balade dans la forêt et que je vois des champignons, eh bien, je prends la photo de champignons, je prends mon iPhone et je la mets directement sur mon site internet. C'est-à-dire que les chefs sont en train de comprendre en ce moment que la dynamique qui va s'installer et la communication qui va s'installer en direct avec leurs consommateurs, c'est de dire, nous, si on va de la fourche à la fourchette, eh bien on va prendre la parole nous-mêmes et on va le faire sur nos propres outils. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de changer énormément. Je vous invite à consulter, par exemple, le blog de Benoît Violier, en Suisse, qui est un 3 étoiles Michelin, qui fait partie de cette superbe dynastie entre Girardet, Rochat et aujourd'hui Violier, et de voir quelle est l'attention avec laquelle il met en place les actions aussi bien sur les produits, sur les collaborateurs qui l'entourent ou sur toutes les actions qu'il mène. Ça y est, le mouvement est en route, certains chefs sont en train de s'y mettre et ils sont en train de comprendre qu'établir une relation émotionnelle avec son consommateur, c'est d'être dans une transparence totale et d'être de moins en moins dépendant des guides, des portails et d'une multitude de choses pour que leur communauté leur appartienne.
on a fini la première délivrance d'informations sur les études consommateurs. Je vous propose que très rapidement, j'aborde une solution avec vous et puis qu'on rentre sur le débat ensemble d'une question-réponse pour que je puisse mieux vous renseigner. Allez, pour cette solution alternative, j'aimerais qu'ensemble on reprenne les 3 points clés que sur lesquels je vous ai sensibilisé. Quelles sont les préoccupations nationales suite au fameux Tour de France que j'ai eu le plaisir de faire auprès des professionnels? Ils me disent, on a une dépendance des hôteliers-restaurateurs à quelques portails de réservation. 2, ils me disent, une occupation des premières places dans les moteurs de recherche par des intermédiaires. 3, ils me disent, certaines situations de dépendance économique. Sachez que j'ai aujourd'hui des hôtels qui me contactent en disant, je fais 70% de mon chiffre d'affaires avec Booking Expedia. Et la première réponse que je dis au directeur de l'hôtel ou au propriétaire, tu n'es pas le patron de ton hôtel. Donc inévitablement, à ça, il faut trouver des alternatives. En l'occurrence, la recherche d'alternatives de la part de professionnels, c'est qui souhaite renouer un dialogue direct avec son client. Alors, avant qu'on rentre dans les alternatives, j'aimerais qu'on fasse un petit échange marketing ensemble. Et du coup, j'aimerais vous parler d'un point qui me paraît important, qui est le nouveau parcours du consommateur. Alors, au-delà de l'Institut, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs écoles hôtelières où j'étais intervenu et je me suis aperçu que les cours de marketing sont les mêmes donnés aujourd'hui que quand j'étais en 96 et que je passais mon BTS. Donc vous étiez tous au biberon. Mais l'élément n'a pas changé malheureusement sur un élément qui est important et qui me paraît délirant. C'est la règle. Alors, je n'ai pas encore fait, mais je vais vous le dire, sur un élément qui est, et que c'est pas seulement dû à vous, c'est le marketing en direct, la règle des 4P. Est-ce que la règle des 4P vous a été enseignée? Prix, produit, promotion. Là, vous l'avez vu ça, hein? Ok. Alors, cette règle-là, je me suis dit, mais elle existe, elle est là, elle est enseignée, alors tous les ans on la reprend, hop. Et je me suis dit, mais quand j'écoute, moi, les consommateurs, est-ce que cette règle-là a encore du sens? Je crois pas. Parce que moi, quand je l'écoute, le consommateur, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, mais moi, la première chose qui m'intéresse, c'est d'être considéré. Allez, je vous prends un exemple. On va à Lyon, on est tous ensemble, on passe devant une boutique, et au moment où je passe dans une boutique, je pousse la porte. Pourquoi je pousse la porte? Parce que la vitrine est belle, et au moment où je pousse la porte, j'ai le vendeur ou la vendeuse qui me fait un grand sourire. Ben, comme par hasard, je suis considéré, et ben, je vais avoir un acte d'achat qui va être un peu plus agréable que si j'étais ailleurs. Je donne un exemple très concret. Il y a une dizaine d'années, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des problématiques sur les avenues Champs-Élysées où il y avait des gens qui rentraient, qui cassaient un peu tout, etc. On était sur le tout sécurité, hein, les politiques s'en étaient faits, etc. Et donc du coup, dans toutes les boutiques, vous avez un vigile. Alors évidemment, les vigiles, comme il n'y avait pas de formation, ils sortaient des boîtes de nuit. Moi j'arrivais dans une boutique, ils disaient, t'as des baskets, tu rentres pas? Non mais je vais juste acheter quelque chose. Ah bah oui, je suis pas dans une boîte de nuit, c'est un magasin. Donc vous voyez, rien n'était adapté. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Et puis il y a Vuitton qui s'est dit, mais attends, les vigiles que je mets devant mon truc, je ne peux pas considérer de dire, toi tu rentres pas, toi tu rentres pas. Et donc ils ont mis en place des formations qui fait qu'aujourd'hui, quand vous arrivez chez Vuitton, vous avez une personne qui vous accueille, qui vous dit bonjour madame, bonjour monsieur, il voit que vous êtes chargé, et vous prend vos bagages, ou vos sacs que vous avez fait dans d'autres magasins, et puis il va vous les poser dans une bagagerie. Parce qu'en fait, les responsables marketing, ils se sont dit, mais si ma consommatrice, elle porte déjà des sacs, eh ben, elle ne va pas continuer à acheter parce qu'elle a le sentiment d'être chargée. Ça veut dire que la considération chez Vuitton, elle est rentrée par un phénomène qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, ils ont pensé le plus, c'est-à-dire qu'ils ont allé chercher l'excellence. Je ne crois pas que là, ils sont en train de dire, j'ai pris la première règle du P, qu'elle produit. Ils ont pris la considération. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'hôtellerie-restauration, où elle en est, c'est qu'on est sur un phénomène que la considération pour un hôtel-restaurant
elle est numérique. Parce que je ne pousse pas la porte de l'hôtel ou des restaurants où je vais pour dire je viens faire une réservation. Elle passe par l'Internet. Et donc, du coup, le phénomène qu'elle passe par l'Internet, ben, quand je tombe sur un site, ben, j'ai plutôt envie d'avoir une superbe photo, d'avoir accès aux tarifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les informations soient précises, parce que l'accueil est là. Allez, je continue dans cet nouvel élan, moi je pense, de la partie numérique. Qu'est-ce qu'il me dit, mon consommateur? Il veut évaluer. Il veut comparer, avoir des avis. C'est-à-dire que ça, c'est l'empreinte numérique d'une marque. Normal. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui devant vos télés quand vous regardez une émission? Vous avez votre tablette, vous avez votre iPhone, et vous cliquez, et vous êtes en train de chercher des informations en plus. On vous dit, tiens, t'as entendu parler du restaurant? Hop, on va tout de suite voir sur Internet ce que c'est. Et le consommateur, c'est normal qu'il veuille évaluer. Et ça, je le comprends tout à fait. En revanche, où je m'élève, c'est qu'aujourd'hui, les évaluations, eh bien, elles sont faites par des sites externes à l'hôtel-restaurant, et que moins de 20% des hôteliers ou des restaurateurs, à l'issue d'un séjour, envoient un formulaire pour dire est-ce que tu as bien dormi, est-ce que tu as bien mangé, etc. etc. C'est-à-dire qu'on est en train de se faire déposséder de toutes ces enquêtes nécessaires au profit de nouveaux intermédiaires de la réservation en ligne, alors que ça pourrait améliorer parfaitement la qualité dans les hôtels, ce qui fait que quand vous allez manger aujourd'hui dans une brasserie moderne, de temps en temps vous recevez en disant est-ce que vous avez bien mangé? On n'est pas professionnel sur cette partie. Vous voyez que là, dans la mécanique traditionnelle du marketing où on dit non, mais la fidélisation c'est à la fin. Non, moi ma vision c'est qu'elle est au début la fidélisation. Parce que le prospect qui va faire confiance à un client qui a vécu l'expérience, il va aller dans ces fameuses interfaces pour se faire une opinion. Je continue sur cette idée de concept. Troisième élément. L'achat, le client il veut réserver au meilleur prix. Vous pouvez lui dire non mais les portails de réservation en ligne c'est des méchants, comme certains hôteliers ont dit oh là là j'ai plus de sous. Mais il s'en fout le client. S'il paye moins cher chez Booking qu'en direct, il va acheter sa chambre chez Booking. Et c'est ça la prise de conscience qui n'a pas été faite. C'est que si l'hôtelier restaurateur vit une période difficile en ce moment parce que la marge n'est plus là comme avant, c'est à lui de réagir et d'investir, mais sa souffrance de la qualité de son RBE, le consommateur s'en fout. Et donc il faut revenir effectivement dans ce fameux P au niveau du prix, à se poser la question de dire mon meilleur tarif garanti, je le donne à qui? C'est plus le prix qui est important, c'est le meilleur tarif garanti. Je continue, c'est un dernier élément. Vos consommateurs, aujourd'hui, ils veulent vivre, vous-même, vous voulez vivre des expériences. Et dans les expériences, il y a un élément qui est important, c'est le témoignage. Sur 10 consommateurs qui prennent la parole, 7 le font dans les réseaux sociaux, 3 le font dans les sites d'avis de consommateurs. Et cette prise de parole dans les réseaux sociaux, elle se fait sur Facebook, Twitter, etc. Moi, je vous raconte une expérience que j'ai eue dans un 2 étoiles Michelin la dernière fois. Alors, évidemment, moi, je beaucoup, pour ceux qui ont l'occasion de me suivre sur Facebook, ils verront le nombre de tables que j'ai le plaisir de faire chaque semaine. Et donc, un jour, je vais dans un 2 étoiles. Et le 2 étoiles, au moment où j'arrive, je m'installe, tout va bien, on se connaissait un petit peu, je pose mon téléphone et je dis tiens, je vois que dans la salle où je suis, j'ai pas de réseau, j'ai pas de 3G, j'ai pas de 4G. Je dis, tu peux me donner le code Wi-Fi, s'il te plaît, de l'établissement? Et là, il me regarde, il me dit non, mais attends, t'es pas là pour aller sur Internet, t'es là pour manger. Et je regarde, je dis, mais c'est qui le client? Si moi, mon kiff, c'est de venir chez toi pour faire des photos de plats et les envoyer sur ma page Facebook. Pourquoi tu pars du principe que ma seule expérience chez toi, elle doit être culinaire et concentrée sur mon assiette? Mais en plus, tu perds un des éléments, c'est que je suis, moi, un ambassadeur de ta propre marque. Parce que je sais très bien qu'il y en a quelques-uns qui suivent mon compte et qui du coup disent tiens, ce serait peut-être intéressant qu'on aille voir ce qu'il a été mangé parce que l'assiette est sympa. Et alors là, il dit, mais ça veut dire que tu es venu chez moi pas parce que j'ai 2 étoiles? Je dis non, je suis pas venu chez toi parce que tu as 2 étoiles. Je le sais que tu as 2 étoiles.
mais je suis venu chez toi parce que j'ai vu une photo de plat qui m'a intéressé sur un blog, du coup j'ai voulu le voir, et je me suis dit, je vais prendre ce plat, et s'il est intéressant, je vais prendre une photo, je vais le publier. Ah, il a pris du recul, j'ai dit, non, tourne en cuisine, on va se revoir après, on va discuter. Et là, à la fin, il m'a dit, la semaine prochaine, j'installe le Wi-Fi. J'ai dit, ah oui, c'est ça. Et c'est pour ça que prix, produits, promotion, etc., on voit bien que c'est décalé, c'est-à-dire que le consommateur aujourd'hui, il a cette capacité à être un propre ambassadeur de la marque et du coup de dire, le témoignage sur les réseaux sociaux peut fonctionner dessus. Et le dernier élément, eh bien, c'est la fidélisation. C'est quelque chose qui, on commence à en parler énormément, ça va complètement exploser sur 2015-2016. Les États-Unis, là pour le coup, bon, peut-être le seul truc, ils ont pas mal d'avance sur cet élément-là, c'est ce qu'on appelle le Big Data. Le Big Data, c'est la convergence complète de l'information sur le consommateur qui va exister. Alors, je vais vous raconter une autre histoire. Je suis en Bourgogne et inévitablement, en étant un ancien de la maison L'Oiseau, je m'arrête une fois par an pour prendre la température, goûter les plats, etc. Et la dernière fois, j'y vais et j'ai Eric, le sommelier, qui vient me voir et au moment où je commande mes plats sont déjà préparés et il arrive, il me dit, Rémi, la dernière fois, tu as bu un Macon blanc, tel millésime, machin, etc. Alors je dis non, bravo, tu t'en souviens, super, merci. Donc je te propose un autre vigneron. Parfait, on y va. Et il me dit, sur le rouge, t'as pris, etc. Alors j'ai dit, attends, on est filmé, il y a quelque chose, comment tu fais, etc. Et il me dit, non, on a pris l'habitude maintenant de noter tout ce que nos clients prennent chez nous et on a connecté notre logiciel de facturation à notre Cardex de restauration. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on vient, moi, j'ai mon checking au début, je sais qui j'ai dans ma salle, je connais les contre-indications alimentaires et je sais ce que tu as bu. Ce qui fait que quand j'engage le dialogue avec toi, j'ai une action de fidélisation qui dit que, oui, comme tous les ans, je retournerai chez L'Oiseau parce que là, j'ai eu le service plus. Et vous voyez que là, l'environnement marketing va être complètement révolutionné dans les hôtels et les restaurants demain parce que le big data est ce qu'on appelle le CRM, c'est-à-dire on va foutre tous les PMS à la poubelle, et on va revenir sur une stratégie de CRM pour arriver définitivement à dire, messieurs les fournisseurs de facturation et de PMS, je suis bien content, mais vous faites juste plaisir à mon comptable, moi je voudrais faire plaisir à mes clients, mettez-moi du big data et du CRM dans vos logiciels. Et ça va permettre effectivement demain aux hôteliers et aux restaurateurs de fabriquer ce qu'on appelle un coussin financier, c'est-à-dire à peu près 30% de son activité annuelle, où la clientèle qui va revenir non pas parce que la côte de bœuf a été bien cuite, mais parce qu'on va être capable de dire la personne qui est venue en couple avec 2 enfants, je ne vais pas lui envoyer un week-end en amoureux que le vendredi soir, parce que je sais qu'ils ont des enfants, et que du coup, je vais peut-être lui proposer l'offre famille du week-end. Et ça, aujourd'hui, c'est pas rentrer dans la culture de l'hôtelier, de taguer, entre guillemets, pardon, le mot n'est pas bon, mais en tout cas de segmenter sa clientèle et de suivre la consommation à l'intérieur. Parce que comme on a été dans une décennie de dépendance de la réservation, et bien naturellement, le fonds de commerce et les clients, ils sont là-bas, et ils ne sont pas dans l'hôtel-restaurant, et il faut que les hôteliers-restaurateurs s'équipent sur ces technologies-là, également pour y arriver. Alors voilà, c'est une idée, en tout cas, une vision que j'ai aujourd'hui sur ce marketing. Ce marketing a changé parce que l'Internet est rentré dans nos vies. Ce marketing est rentré parce que l'accès que nous avons aujourd'hui à une quantité d'informations nous permet de prendre des décisions qui sont différentes. Et c'est pour ça que, je crois que si on a à réfléchir, considération, évaluation, achat, expérience, fidélisation, va faire partie peut-être demain, en tout cas je l'espère, d'un nouveau ou d'une nouvelle vision de concept marketing pour se rapprocher définitivement de ses propres clients. De cette étude est née une idée d'une nouvelle alternative qu'on peut proposer aux consommateurs. Je serai très bref sur cette dernière partie. L'idée, c'est de dire qu'il faut fabriquer des plateformes de contenu. Alors, c'est quoi les plateformes de contenu? C'est que d'un côté, vous avez les sites de distribution, d'un autre côté, vous avez les sites d'avis de consommateurs, mais quand le professionnel dit
Moi, mon séjour de personnes dans lequel je vais mettre le petit déjeuner et puis quelque chose ou une information exclusive, elle ne sera présente que sur ces plateformes et pas chez ces intermédiaires. Parce que plus le consommateur va avoir cette sensation d'exclusivité et d'information personnelle, plus il va aller les utiliser. Je vous donne un autre exemple. Je vais passer un jour à l'île aux Armes, 3 étoiles également. Vous le voyez, j'ai une vie très difficile. Et en l'occurrence, en appelant, la réceptionniste nous dit « Mais vous savez, on a une chose d'exceptionnel chez vous. » C'est mon épouse qui me raconte ça. Elle me dit « Oui, Rémi m'a parlé de la Côte de Vaud, tout ça. » Je dis « Non, c'est pas ça. On a une chose d'exceptionnelle, c'est que quand vous réservez votre chambre d'hôtel, on a une barque sur l'île qui fait que vous pouvez prendre votre petit déjeuner. Sauf que la barque, le tour, avec 2 anciens du village, elle dure 45 minutes, ce qui fait que sur 12 chambres, il y a 2 clients qui peuvent y avoir accès. Alors, on a été touchés, d'abord qu'ils aient l'intention de nous proposer ce service-là. Mais voyez ce contenu-là, cette idée même d'expérience à vivre, elle ne doit surtout pas être présente sur ces portails de la réservation ou ces sites d'avis de consommateurs. Elle doit rester totalement exclusif. Pourquoi un hôtelier aujourd'hui qui dirait vous réservez en direct, pourquoi il ne récompense pas son consommateur? Alors tant mieux, je suis ravi, il y a une alternative intéressante qui s'appelle aujourd'hui Fairbooking, qui est en train de dire unissons-nous, hôteliers indépendants, et si le consommateur réserve en direct, eh bien on va upgrader sa chambre ou offrir le petit déjeuner, enfin en tout cas on va le récompenser parce qu'il fait un effort de réserver en direct chez moi. Tant mieux. Mais avant d'être associé à des tas d'institutions, qui est une bonne chose, mais qu'il le fasse en direct sur son site, que déjà ce soit visible. Eh bien, la famille Eberlin le fait, et c'est tant mieux. Alors c'est pour ça que dans ces plateformes, eh bien, sachez qu'on est en train de réfléchir, parmi une des agences que j'ai eu le plaisir de fonder, à 4 plateformes, une qui va s'appeler I Love Emotion, une autre Savor Travel, une autre Expérience Unique, une dernière The Hotel Magazine, qui vont être en fait des plateformes de contenu où les hôteliers restaurateurs vont pouvoir prendre la parole, vont pouvoir devenir ambassadeurs de leurs propres entreprises ou de leur propre territoire pour s'adresser en direct auprès du consommateur en leur disant « Chez nous, c'est exclusif et je vous apporte du plus ». Et là, c'est une approche collaborative. Ils seront ambassadeurs de leur région pour dynamiser leur réservation en direct et pour s'assurer que ce sera le meilleur prix garanti. Alors, comment ça va se transformer? Je vous ai fait quelques copies d'écran. En gros, c'est quoi? C'est la convergence intelligente d'un portail de réservation en ligne et d'un site comme le Routard, où je vais trouver à la fois que faire dans la région. Et si le que faire dans la région, c'est en plus le chef ou l'hôtelier qui prend la parole pour le défendre, sera un véritable intérêt. Et donc, bien entendu, sur ces fameuses plateformes, quand il y aura ces fameux boutons de réservation, ben ça c'est l'hôtelier restaurateur qui va venir greffer ses propres logiciels. Donc il mettra le même logiciel qu'il a mis sur son site officiel, il ne sera pas dépendant d'une plateforme ou d'une distribution, il pourra enfin programmer ses propres liens de réservation. Alors ce programme, il va être imaginé et soutenu par 2 professionnels de l'hôtellerie, et je suis ravi qu'ils aient eu la gentillesse de me rejoindre dans ce projet. 2 personnages, dont un peut-être que vous connaissez un peu plus que l'autre. Le premier, Michel Bouquier, qui a dirigé pendant longtemps la chaîne des Relais Châteaux et qui a été un directeur général qui a ouvert complètement la chaîne à l'international. Et enfin, Jean-François Mesplède, le régional de l'étape, qui, lui, sur la partie des gastronomiques, a longtemps dirigé le guide Michelin, qui a un guide gastronomique sur Lyon, et qui, lui, a envie aussi de dire, avec ma plume, je vais aider les hôteliers et les restaurateurs à délivrer un message sur leur région et leurs éléments. L'agence, qui est une nouvelle agence, s'appellera Média et compagnie, et donc elle chapeautera la totalité des actualités de ces 4 plateformes. 4 plateformes avec une ambition importante puisqu'ils seront disponibles en 12 langues, donc qui permettra définitivement d'aller proposer des solutions françaises, européennes et internationales sur la démarche de nouveaux clients.
Jean-Pierre. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de... Je reviens sur le comparateur des prix, puisque c'était 72%, hein, une vraie décision pour trouver un hôtel. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la petite start-up, là, Google. Vous n'avez pas évoqué le Google Hotel Finder. Quel est votre avis là-dessus? Et oui, alors, qu'est-ce qui est en train de faire Google? Alors, évidemment, quand on a, là, pour le coup, de position dominante, 98%, je crois, des recherches en France, elle est installée. Hein. C'est définitif, c'est-à-dire ils n'ont rien demandé, elle est déjà là. Alors, qu'est-ce qu'est en train de faire Google aujourd'hui? Ils sont en train de réfléchir à une solution dans laquelle Google Hotel Finder va être une sorte d'agrégateur des portails de réservation en ligne qui diffusent des prix et des sites officiels qui également pourront se positionner à l'intérieur. Et là, leur mécanique, pour le moment, qui est annoncée de tarification pour être présent directement avec le prix et la disponibilité dans l'interface Google, sera un système de paiement au clic. Et les avis. Et les avis, bien entendu, vous avez raison de le souligner, qui sont en train de remonter. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Peut-être vous l'avez vu la semaine dernière dans la presse, vous avez pas mal d'entreprises, là, qui ne sont pas liées au tourisme, mais qui sont liées à d'autres économies, qui sont en train de monter une sorte d'association pour tenter de, là, dénoncer et mettre sur la place publique la position dominante que Google est en train de prendre. Et donc, pour le moment, la profession de l'hôtellerie-restauration, j'ai été très étonné, ne s'est pas associée à cette démarche-là qui a été développée. Je pense qu'ils vont sûrement s'y joindre, mais on peut aussi se poser des questions. Est-ce que au big data de marque des portails de réservation en ligne, des sites d'avis de consommateurs, il n'y a pas quelqu'un un jour qui va se dire il va chapeauter les éléments? Ce qui a fait très peur et ce qui est très étonnant, c'est que je n'en ai pas la confirmation exacte, donc je le mets avec précaution, mais paraîtrait-il que en ce moment, les plus gros acteurs de la distribution aux États-Unis sont en train de s'associer pour justement dénoncer ça sur le sol américain, puisque vous savez que la position dominante, c'est ce qui fait le plus peur aux États-Unis, parce qu'on a la possibilité, là, de dire à une entreprise, tu es en position dominante, donc du coup, on peut légiférer par rapport à ça. Hein, je vous donne un exemple très concret. Quand Apple allait très très mal, quel est le premier investisseur chez Apple pour qu'il s'en sorte? Microsoft. Parce que si Apple, il y a une quinzaine d'années, s'était cassé la figure, Microsoft était en position dominante. Donc, oui, il va y avoir sûrement encore des enjeux dans les quelques années, mais là, malheureusement, Google, le modèle économique est basé sur ce qu'on appelle le pay-per-click, l'achat de mots-clés pour se faire apparaître, c'est pas encore bien précis. J'ai été quand même assez surpris qu'ils achètent un code GDS et une agence de voyage aux États-Unis. Il faut quand même un peu se poser la question sur quels sont les objectifs. Vous pensez qu'à la manière de Booking, la fourchette va devenir un intermédiaire obligatoire pour les restaurants? Alors, aujourd'hui, la fourchette a développé un modèle économique qui est basé sur deux choses. Leur portail de réservation en ligne et le cahier de réservation. Et donc, les hôteliers ne voient pas trop le business du portail de réservation, sauf si on fait des remises à moins 30, moins 40 ou moins 50. Mais là, c'est délirant, parce que vous avez fait des calculs de marge sur un restaurant. Comment on fait pour dire, le plat que je vends 15 €, il vaut 7,50 €? Ça ne marche pas, on fait à peine 5% de marge. Donc, mais malheureusement, certains restaurateurs qui ont du mal à remplir préfèrent y aller. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, ces restaurateurs? C'est qu'ils ont mis deux cartes en place. En fait, vous ne le savez pas, mais quand vous achetez un repas à moins 30, c'est pas la même quantité que vous avez dans l'assiette à côté, puis on peut se poser la question à un moment ou à un autre sur la qualité. Donc là, ils sont en train de complètement dénaturer le marché de la distribution de la restauration. Moi, je suis très vigilant sur leur action. Donc ça, sur la partie distribution, il faut être très précautionneux. Et l'hôtelier, quand il s'est équipé de la fourchette, il peut prendre une extension, c'est ce qu'on appelle le cahier de réservation. Peut-être dans les établissements, vous avez déjà vu fonctionner ces éléments-là. Et là, en revanche, l'hôtelier, il est content. Pourquoi? Parce qu'il met toutes les coordonnées, tout est bien rentré, on peut mettre les contre-indications alimentaires, enfin voilà, il y a des tas de choses qui sont en train de se mettre en place. Mon problème, c'est que je vais vous raconter une expérience personnelle. Il y a
3 semaines, dans le cadre de ma vie difficile, je suis allé au Phuket, aux Barrières, au Diane, pour découvrir la table du chef. Et pour la première fois, je fais ma réservation par le biais du site de la Fourchette, qui est sur le site internet de l'hôtel. Hein, on est bien d'accord, hein. Je ne passe pas par le portail, je passe par le logiciel de réservation. Et je prends la précaution de mettre un email qui n'est pas mon email officiel. Je fais ma réservation, 3 semaines se passent, 3 semaines après, je reçois un emailing du site La Fourchette me proposant les confrères, voire concurrents à côté du Diane, avec des remises sur les tables. Et ça, je ne comprends pas. Parce que moi, au départ, je suis peut-être un client particulier qui fait que quand je vais réserver dans cet hôtel-là, j'ai un élément important que j'appartiens au fonds de commerce de l'établissement. Et aujourd'hui, il serait temps que les restaurateurs qui ont signé ces contrats lisent un peu les petites lignes sur comment fonctionne la récupération du big data. Alors le fait qu'aujourd'hui ça a été effectivement racheté par TripAdvisor, je le dis encore, je suis ravi, c'est une réussite française super, une petite boîte qui a démarré je crois en Alsace, qui est aujourd'hui rachetée par un géant américain, c'est génial. Mais d'un autre côté, il faut que le professionnel se pose la question de quelle est ma stratégie d'acquisition et de fidélisation. Donc si on continue comme ça et que le logiciel de réservation n'est pas propriétaire de l'hôtelier, base de données, et qu'il ne s'adresse pas en direct, il va y avoir des surprises dans les années à venir. Donc si vous avez demain à rentrer dans un restaurant, des choix seront à faire sur quel logiciel à connecter au site et puis surtout quel cahier de réservation pour être sûr et certain que le Cardex ne se sorte pas de l'entreprise. Vous savez, dans ce mix qui a été créé, on m'a dit c'est modernité et tradition. Alors, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Vous imaginez bien, moi, ce que je cherche à faire, c'est mettre du web marketing dans les casseroles. Et là, en l'occurrence, je voulais simplement vous confier d'une phrase que j'ai remarquée qui dit qu'une tradition, ce n'est jamais qu'un progrès qui a réussi. Eh bien, si l'Institut Paul Bocuse en est là aujourd'hui, c'est parce que vous mettez au cœur de votre réflexion, et je l'ai constaté aujourd'hui, le progrès. C'est pour ça que vous êtes une maison de grande tradition. Toutes mes félicitations. Merci.